Retour sur le plateau Equinox. Deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Arnaud Eyada, Fadimatou, Natacha Bengono-Mim, monsieur le docteur Dieudonné Isomba et Joël Kemoum Abidjan. Joël Kemoum Abidjan, il y a cette sortie du ministre du Travail, Grégoire Rouna. Il appelle à dénoncer tout ce qui instrumentalise ce mouvement. Parce qu'on a vu il y a 2 jours, à Bolova, des élèves qui sont allés à la rencontre du gouverneur de la région du Sud et également dans le 4e arrondissement de Douala, ces élèves du lycée de Mabanda qui sont descendus dans la rue pour demander que les cours reprennent, que leurs enseignants soient payés. C'est une rhétorique habituelle du gouvernement camerounais. C'est le même ministre, n'est-ce pas, qui a laissé croire qu'au Cameroun, on pouvait vivre avec 36 000 de salaire. Oui, 36 000. Justement, qu'il en arrive là, nous comprenons. C'est l'insulte au quotidien à l'endroit des Camerounais. Comprenez qu'aujourd'hui, les Camerounais peuvent avoir revendiqué. On parle d'instrumentalisation de la jeunesse ou des enfants à l'école. Quand il fallait aller à la Cannes, c'est les mêmes qui sortaient les enfants des salles de classe pour aller remplir les stades, qui avaient arrêté l'école à un moment. Ce n'était pas l'instrumentalisation. Aujourd'hui, il veut se montrer soucieux de l'avenir de quel Camerounais. On parle aujourd'hui d'Amadou qui est décédé malheureusement. Voilà un martyr de plus. Un martyr de plus. Oui. Un martyr de plus également pour l'éducation camerounaise. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'un secteur qui devrait être une priorité, le docteur Isma vient de souligner tout à l'heure qu'aujourd'hui ce sont les miettes, n'est-ce pas, qui sont réservés à ceux-là qui tiennent l'avenir du Cameroun. Comment peut-on comprendre que des gens qui disent être des gouvernants agissent de la sorte? Dans son déroulé de tout à l'heure, on se rend tout simplement compte que nous sommes à un niveau où cette administration, ce gouvernement est dépassé. Et il est aujourd'hui temps que les Camerounais comprennent qu'il faut passer à autre chose et qu'ils prennent le courage de saisir les alternatives dont le MRC a été porteur tout ce dernier moment. Et les solutions sont pérennes dans le programme politique du MRC. On a dit que pour résoudre des problèmes comme cela, il fallait non seulement changer de mode de gouvernance en allant par exemple au fédéralisme, si c'est à ça que les Camerounais aspiraient, mais également il était question d'aller à une administration qui devrait être automatique avec la mise en place des systèmes informatiques qui feraient en sorte qu'une fois que vous êtes, n'est-ce pas, pris en charge, que tout ce qui allait suivre votre cursus soit automatiquement mis en branle sans que vous ayez besoin de déposer un dossier à un tel ou un tel autre niveau. Et pourtant, au Cameroun aujourd'hui, pour faire un avancement, il faudrait que vous déposiez un dossier. Et pourtant, vous avez déjà été recruté et on sait qu'à telle période, vous devez avoir tel nombre d'avancements. Après 2 ans, vous devez atteindre tel échelon. Mais aujourd'hui, ça ne devrait plus avoir à se négocier. C'est seulement cette manière de faire qui fait en sorte que nous nous retrouvions, n'est-ce pas, avec des gens qui 10 ans plus tard décèdent sans salaire. Et c'est une situation déplorable auquel les Camerounais doivent avoir à faire face pour se rendre compte que nous devons passer à autre chose parce qu'aujourd'hui nous avons des gens qui sont dépassés et qui gèrent toujours le Cameroun comme si nous étions à 3 millions d'habitants et pourtant nous sommes aujourd'hui à plus de 25 millions d'habitants et il faudrait, n'est-ce pas, s'approprier de nouvelles technologies pour avoir à gérer si même on ne tend pas à décentraliser, on ne tend pas, n'est-ce pas, à fédéraliser pour que les choses aillent au niveau des populations. Ok. Arnaud Eyada, vous comprenez la colère qui habite les Camerounais au lendemain de ce décès-là, de Hamidou, la colère de l'indignation? C'est une colère normale, puisque personne n'aimerait voir un enseignant mourir et laisser un enfant à peine de classe 1 avec une jeune femme. Dont nous sommes tous touchés par la situation. Le docteur Essomba parlait tout à l'heure des priorités, en nous définissant bien la forme de l'État. Je suis d'accord avec lui, sauf que, pour ma part, il y a 2 catégories de priorités. On peut avoir une priorité financière, c'est ce qu'il a démontré tout à l'heure avec justement les poches budgétaires qui partent dans certains secteurs, mais il y a ce qu'on appelle priorité morale. Il n'y a pas plus de priorité morale que l'école. Sans l'école, personne de nous ne serait sur ce plateau en train de parler. Mais il y a eu comme une volonté manifeste de clochardiser l'école d'abord en elle-même, en passant naturellement par ce que les enseignants subissent. Il a parlé de la défense, de la sécurité du territoire, tout ça là. Ce sont des priorités peut-être financières et budgétaires, mais la priorité morale. Et l'image même du pays. Tout à fait, mais la priorité morale, c'est l'école. Voyez-vous, lorsque on a batifolé avec notre système éducatif que nous avons importé,
Lorsqu'on batifole avec l'enseignant, lorsqu'on batifole avec l'apprenant, c'est ce qu'on vient de voir aux 20h là qui arrive. La dépravation des mœurs, la consommation abusive des substances opiacées, les sextapes et tout ce qui va dans ce sens. Un enfant mal éduqué est un adulte déformé. Nous avons enlevé le fouet à l'école, d'accord, mais en l'enlevant, on a exposé l'enseignant. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut librement poignarder un enseignant sans que cela ne dise rien à personne. Tout simplement parce qu'il est sorti de l'école, mais il n'avait pas moyen d'aller à son poste d'affectation par manque justement d'argent. Il s'est retrouvé en train d'aller donner des vacations quelque part, il en a payé de sa vie. À un moment, il faudrait qu'on remette la priorité morale à l'éducation. Parce que sans l'éducation, nous ne sommes rien. Ah, j'oublie que quelque part, on a le pari foot qui nous éduque. Parce que quand on parle de priorité, dites-moi aussi que le football est une priorité. Parce que je pense encore aux multiples milliards qui ont été dépensés pour la construction des stades. Depuis que la CAN est finie, qui parle encore du stade de l'Olembe ou encore le complexe, personne ne s'est passé. On attend peut-être le prochain match ou alors lorsqu'il y aura une occasion. Mais on ne peut se passer de l'éducation. Il est donc venu le temps qu'on remette l'éducation en selle. Je le disais tantôt, comment un enfant qui est venu à la CAN, qui ne sait même pas échauffer, est rentré au moins avec 100 millions de francs. Mais celui qui est au charbon, comme on dit au quartier, depuis 10 ans, et ce monsieur vous a précisé qu'il était enseignant de la 6e jusqu'en terminale, le seul enseignant certifié de son lycée, le lycée de Beka. Est-ce qu'il faut être insensible à ce genre de situation? Est-ce que ce n'est pas venu le temps de nettoyer nos péchés d'antan? Parce que je suis d'accord aussi avec le docteur lorsqu'il parle de priorité. Mais attention, il me dira aussi que ce sont les sociétés parapubliques. Mais lorsque on essaie de voir le directeur général d'une société parapublique qui touche moins au Cameroun, c'est 7 millions de francs CFA. Je vous fais fi des avantages qui vont dans ce sens avec les présidents de conseil d'administration. Puisque l'État est peut-être défaillant, pourquoi n'est pas venu à des mesures d'austérité? C'est très important. Mais vous voyez que les priorités sont justement ailleurs, dans la jouissance, dans les choses qui en réalité ne nous servent à rien. On a donc l'impression finalement qu'il y a une volonté manifeste d'imbéciliser une frange de la population pour que celle-ci ne puisse plus être lucide à réfléchir face à certains problèmes assez sérieux du développement d'une nation. Parce que là, les cas font légion. Les cas font légion. Les OTS ont mis malheureusement un pan dans leurs revendications au départ. Ils ont certes voulu se rattraper, mais c'était un peu tard. Voyez-vous, quand M. Yada est OTS au lycée à 8h, et que le même M. Yada à 10h a la crainte en train de donner cours dans le collège privé confessionnel qui est non loin du lycée, c'est un véritable problème. Il fallait revoir la situation parce qu'il y a ce problème-là. De vacataires. Il fallait qu'on dise les enseignements ne sont pas arrêtés dans tout à fait. Les institutions privées. Et on a vu ça avec la CAN ici. Quand les enfants ont d'abord déjà perdu avec le Covid de business, ils ont perdu les cours avec le système de mi-temps qui ne sied pas toujours avec nos comportements. La CAN est venue, on a suspendu les cours pendant pratiquement 3 semaines. Aujourd'hui, la grève. Et je vous assure, suivez mon regard, à la fin de cette année, les pourcentages seront gonflés parce que les enfants auront des diplômes politiques. Vous voyez que tout ça est fait à dessein. Conclusion, quand un enfant vous brandit un baccalauréat ou une licence, il a du mal à écrire son propre nom. C'est dangereux. Il faut un certain moment que ça cesse. Parce que si nous avons batifolé avec l'éducation, nous irons droit vers le mur. On risque de disparaître. J'ai souvent l'habitude de dire que les gens ont l'habitude. Il y a des gens qui se comportent comme si leur volonté c'est de faire disparaître le Cameroun. Que non. Les enseignants sont dans les revendications légitimes. Les enseignants sont dans les revendications normales. Il faut dire ici que c'est employé-employeur. C'est pourquoi il y a la grève. Parce que justement, il y a une partie du contrat qui n'a pas été respectée. Beaucoup qui ont fait droit savent ce qu'on appelle le contrat synalagmatique, où chacun a les obligations. Mais ici, l'État n'a pas fait sa part. C'est l'État qui a lancé le recrutement. C'est l'État qui a formé les enseignants. Il est logique, même si c'est dur, parce qu'on nous le disait quand on était petit, après Dieu, c'est l'État. Si l'État donc ne peut pas résoudre un problème, dites-moi, on va se tourner vers qui? Parce que même Lucifer, même en personne, ne peut plus résoudre ce problème. On a confiance à notre État, qui peut prendre des mesures, mais que l'État arrête aussi, avec le saupoudrage. Cette histoire de 2,7 milliards de francs, c'est du saupoudrage. Et ça a toujours été ça. Non, c'est bien affecté, c'est affecté pour les corrections, pour les correcteurs. Tous les enseignants on n'a pas dit que c'est pour... Tous les enseignants ne corrigent pas. Oui. La correction est volontaire parce que les listes viennent, vous mettez vos noms. Donc on accepte, ce n'est pas une obligation. Donc vous allez vous rendre compte que tous les enseignants ne sont pas satisfaits. Si moi, dans mes revendications, j'ai un problème d'avancement et que je n'ai pas corrigé, en quoi est-ce que je serais fier de ceci? Donc là, on n'aura pas tué véritablement la grève. Il faut trouver une solution globale
pour résoudre. Et je pense que l'État a les mobiles pour, je vais dire quoi, rassurer les grévistes. Le tout n'est pas de dire rentrer à l'école. Le ministre de la Communication, de concert avec des autres qui sont en charge, peuvent travailler sérieusement, faire une sortie, rassurer les enseignants. Parce qu'on ne peut pas nous dire ici que demain matin, tous les problèmes seront résolus. Ça va prendre du temps. Mais il faut rassurer l'enseignant. Il faut remettre l'enseignant en selle. Il faut rappeler à l'enseignant qu'il est le Dieu. Parce que sans l'enseignant, on est perdu, on n'est rien. Si on doit donner les véhicules aux administrateurs civils, je suis d'accord. Mais s'il n'avait pas été enseigné en amont, est-ce qu'il serait aujourd'hui administrateur civil? Que non. Si on n'a pas enseigné un enfant, il ne peut pas rêver être médecin. On ne peut donc pas s'amuser avec la fondation d'une maison. Tout ce qu'on fait là aujourd'hui, en essayant de voir les priorités, nous construisons sur du sable autant que moi. Et vous savez bien que quand on a construit sur du sable, il n'y a rien à faire. Ça va dégringoler. Les murs vont se rabattre sur ce sable. Donc moi je pense que le souhait qui est le nôtre est de dire au gouvernement de prendre des mesures assez sérieuses. Parce que pour le moment, les mesures qui sont là, ce qui est déjà bien, c'est que le gouvernement a reconnu toutes les revendications. Mais il faudrait qu'on essaie de voir. Il y a un ordre de priorité. Un ordre de priorité. Il faudrait donc maintenant que le gouvernement agisse encore de manière à rassurer ces enseignants qui, ma foi, ne font que se radicaliser. Donc, beaucoup parlent, vous avez parlé de manipulation ici. Bon, ça peut arriver, parce que nous sommes dans un contexte aussi délétère. Mais si bien même ça arrive, il faudrait que quelque part... le ministre demande qu'on dénonce ce qui instrumentalise. Il faudrait que je profite de cette tribune pour dire que je n'étais pas d'avis avec le fait que les enfants aillent dans la rue. Mais les enseignants disent que ce n'est pas eux qui les ont envoyés. C'est vrai, mais... Et c'est justement parce que les enseignants même ont perdu l'autorité sur les enfants. Maintenant, vous avez même parfois peur d'envoyer un enfant au tableau. Serge, vous écrivez, vous envoyez un enfant au tableau, le regard qui vous sort, vous commencez à regretter pourquoi vous êtes là. Est-ce que je vais vous citer le nombre de cas où les enfants en tenue arrachent le téléphone des enseignants dans les établissements? Tout ça, c'est parce qu'on a batifolé avec l'éducation. Il faut remettre l'éducation en selle. Si on ne le fait pas, je vous assure, on ira droit vers le mur. Voilà, docteur Somba, le ministre du Travail semble convaincu. Il demande aux enseignants d'attendre, de supporter en quelques semaines seulement. Il pense que le problème sera résolu. Vous dites qu'il y a un problème. L'argent, il va venir d'où? Non, j'ai dit tout à l'heure que le gouvernement avait l'art d'humilier le Cameroun. Ouais, un dysfonctionnement purement administratif. Un fonctionnaire, un enseignant, a été plus ou moins oublié, disons ça comme ça. Et puis ça devient un problème national. C'est-à-dire un problème qui aurait pu être tout simplement régional ou communal devient un problème de toute la nation. Un problème où on interpelle le gouvernement. Un problème où on dénonce. C'est ça qui est totalement effrayant dans l'approche. Ce genre d'approche que madame vient de développer. C'est-à-dire que le régime se comporte comme s'il était totalement détaché du monde. Maintenant, quand le ministre Ouona parle d'instrumentalisation, c'est eux-mêmes qui créent les conditions d'instrumentalisation. Comment un problème qui aurait pu être un maudit problème au niveau communal dans une commune perdue? Parfois que le système vous en fait un problème national et vous êtes les premiers à vous plaindre. C'est ça le problème. Maintenant, quant aux promesses, bon, le ministre est ministre du Travail. On peut penser qu'il a la voix du gouvernement. Mais on peut aussi penser que ce n'est pas tout à fait lui. Voilà, il a justement posé, est-ce que la voix du ministre Ouona... Puisque il n'est pas Premier ministre, c'est-à-dire qu'il commande pas tout le monde, et puis il n'est pas ministre des Finances, parce qu'ici nous sommes d'abord dans un problème de finances publiques. Donc, la résolution de ce problème-là dépend des disponibilités financières et en même temps des priorités. Toujours les priorités. Toujours des priorités. Il est évident que si la crise s'intensifie au nord-ouest, sud-ouest, les priorités changent. Si aujourd'hui un événement international arrive, les priorités changent. Ensuite, je vous ai dit que le FMI est là. Et le FMI est là pour la seconde phase de l'ajustement, parce qu'il a déjà fait 3 ans. Et c'est la deuxième, dans la seconde phase, qu'il est dur. On est tous endettés, tous les pays sont endettés, mais tous n'ont pas le FMI. Et quand le FMI est là, c'est un huissier de justice, c'est un commissaire, c'est un liquidateur, et c'est un gendarme. Il vient saisir vos biens. Nous n'avons plus les mêmes marges qu'on avait
lors de la première crise parce qu'on avait des entreprises qu'on pouvait vendre. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes obligés de céder la gouvernance budgétaire au FMI. Et là-dessus, je vois pas très bien comment le gouvernement aurait les moyens de dégager des marges pour satisfaire les enseignants, sans compter que les enseignants, une fois de plus, ne représentent 180 milliards. La résolution de leurs problèmes va déclencher une série de réclamations, puisque le gouvernement du Cameroun doit 4 000 milliards aux Camerounais. 4 000 Les dettes intérieures. de dettes intérieures. Donc, les enseignants ne représentent que 180%, donc moins de 5%. Donc, et les autres acteurs, ils réclament. Les hommes d'affaires sont pratiquement sur les dents. Donc, résoudre le problème des Donc, enseignants, moi, va je ouvrir pense que, le fer de bois de Pandore. Non, les autres vont réclamer on aussi. va certainement résoudre en partie. C'est pour ça que je dis que si j'avais un conseil de nous faire. Mais le ministre Ouna semble très Non, le optimiste. ministre Ouna, oui. Il ne faut pas oublier, c'est le secrétaire général du RDPC, adjoint. Je crois qu'il faut plutôt commencer à s'orienter vers une solution définitive du problème de l'éducation. Cette solution consiste en quoi? L'État doit arrêter la dette qu'il doit aux enseignants et prévoir un échéancier de remboursement de cette dette. Et en même temps, l'État du Cameroun doit activer les régions et les communes pour que les régions et les communes deviennent désormais les utilisateurs de l'éducation. Les enseignants actuels vont rester des fonctionnaires centraux qui peuvent être mis à la disposition des régions, mais ils émarrent toujours au budget central. Mais l'État du Cameroun doit arrêter. Il ne peut pas, ça c'est du mensonge. Il ne peut pas résoudre les problèmes de l'éducation par les moyens centraux. C'est impossible. Le Cameroun n'a qu'aujourd'hui que 160 000 enseignants. Or, il en faut, avec 10 millions de population scolarisable, il nous faut au moins 500 000 enseignants pour que les écoles qui sont au Cameroun soient occupées. Parce que vous savez très bien que dès que vous sortez de Yaoundé et Douala, vous allez un peu loin. Les écoles n'ont qu'un seul enseignant titulaire. Les restes, c'est des titulaires. Donc, pour que le Cameroun... qui enseignait de la 6e... Pour que le Cameroun puisse résoudre ce problème, on doit sortir du discours qu'on a voté, l'État, c'est ça. Il faut réformer le système. Seule une réforme du système, fondamentale du système, pourra élargir les marges de manœuvre du Cameroun pour adresser la très difficile problématique de l'éducation et de la santé. En dehors de ça, je voudrais d'ailleurs vous faire peur, parce que lorsque le FMI est là, et qu'il faudra serrer la vis, les enseignants vont encore... c'est les enseignants qu'on regarde. Encore en premier? Je vous ai dit Toujours? que dans la hiérarchie, ce n'est pas les militaires. On ne va pas baisser les salaires des militaires. On va baisser les salaires des magistrats. On sait très bien les salaires qu'on va baisser. Et c'est pour ça que j'ai dit que les enseignants, eux, ils ont intérêt plutôt à aborder le problème dans une perspective de résolution institutionnelle et non pas de résolution administrative. C'est-à-dire qu'on va les payer provision. Parce qu'une fois de plus, au moindre choc, c'est eux qui seront sacrifiés. Ok. Fadimatou, le ministre semble rassurer les enseignants. Leur demande de supporter un tout petit peu. Encore. Monsieur Serge Alain, j'ai essayé de lire. Oui. Et quand je lis, je crois que l'interrogation a un sens. Oui. Lorsque le ministre dit les enseignants qui ont supporté ne peuvent-ils pas accepter supporter, Oui. ça a un sens. C'est différent, les enseignants doivent supporter. Il dit ne peuvent-ils pas accepter. Donc c'est une suggestion, il n'impose rien. Ouais, on Il est d'accord. demande aux enseignants S'ils s'ils peuvent peuvent Oui. accepter, supporter le temps. Et tel que c'est parti là, vous croyez que la réponse c'est quoi? S'il vous plaît, le temps, je ne suis pas magicienne, contrairement à certains qui donnent déjà des prévisions, on va encore couper les salaires des enseignants parce que ce sont eux qui... Moi je ne suis pas encore magicienne. Je sais faire beaucoup de choses, mais je ne sais pas encore me servir de la magie. C'est peut-être de manière empirique qu'il le dit. Je ne lis pas dans les boules de cristal. Pas ça, tu étais comme ça. Lorsque, heureusement,
lorsque le ministre pose cette suggestion-là, Oui. ils sont, tout à l'heure, M. Eyada a parlé d'un partenariat, d'un contrat. Les deux parties sont appelées à s'entendre. Et c'est sur la table des négociations que cette question-là peut être abordée. Quand il parle d'instrumentalisation, je crois qu'il vit au Cameroun et il vous suit beaucoup. Il lit également dans les réseaux sociaux, puisqu'à partir du moment où lui-même il fait des posts dans Facebook, ça veut dire qu'il lit ce que les uns et les autres publient. Et j'ai écouté religieusement mon compatriote Joël Kemoun qui disait qu'il est temps que tout le monde, il ne faudrait pas que ce soit seulement les enseignants. Il faut que tous les corps de métier se mettent ensemble, qu'ils passent à autre chose. Il nous a parlé de quoi? Fédéralisme, si c'est l'option. C'est vrai que c'est charmant et c'est charmeur également. Il dit, le MRC propose, sauf que je suis tenté de penser qu'ils espèrent que ça va dégénérer pour qu'ils puissent, parce que sauf que pour le moment... Alors vous aussi vous lisez déjà? Je dis, les analyses faites, quand quelqu'un vous dit, il est temps que les Camerounais passent à autre chose, il faut que tout le monde se lève et fasse comme les OTS au même moment, dans notre petit cerveau de fourmis, on pense que c'est leur agenda habituel. Mais sauf qu'ils nous ont même proposé leur programme, qui est là où on a tout structuré. On a dit que là-bas, ce sera le paradis. Pour le moment, nous sommes en 2022. Et 2022, ça court jusqu'en 2025. Rassurez-vous, il y a des critères pour être candidat au présidentiel, sauf si vous choisissez demain ou après-demain de squatter à notre parti pour être candidat. C'est bien, même quand vous avez réalisé vos tests de parti pour instaurer le président à vie dans la chambre, mais si c'était pour les autres, pour le moment, nous n'en sommes pas encore là. Nous sommes en 2022. Les deux élections, c'est en 2025. Pour dire quoi concrètement? Les enseignants ont le droit, c'est leur légitimité de poser leurs problèmes. Et les revendications ont été posées à plusieurs niveaux. Monsieur Eyada a parlé tantôt du problème des primes de correction qui concernent forcément ceux de l'OBC. À côté, il y a la régularisation des avancements. Oui. Ça ne veut pas dire que les avancements ne sont pas sortis. Parce que moi, enseignant, les avancements sortent automatiquement. C'est l'effet financier qu'ils attendent. Quand ils parlent des allocations familiales, ça veut dire qu'ils ont déjà un salaire. Quand ils parlent du complément des salaires, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose, un début. Donc ce n'est pas un no man's land de problèmes, de solutions où les gens viendraient dire que oui, rien ne va, personne n'a rien. Ces gens ont posé des problèmes. Et lorsqu'on parle même de 181 milliards, c'est leur estimation. Parce que pour le moment, au niveau des structures qui sont appelées à gérer leur dossier, on n'a pas encore donné le montant exact de la dette qui engage l'État vis-à-vis des enseignants. Pour le moment, ils ont fait leurs calculs. Et je me souviens, j'ai vu une liste où ils parlaient de 700 000 peut-être c'est tout ça qu'ils ont calculé. Ça faisait, ils disaient que les enseignants devaient désormais toucher 700 000 francs, ce qui n'est pas mauvais. Tout le monde aspire à un vivre bien. Mais pour le moment, le montant de 181 milliards, vous le contestez? Ce sont leurs... Non, s'il vous plaît, sauf si vous avez des grilles de calcul. Ou bien ils ont inventorié tous les problèmes. En ce moment-là, nous parlerions d'instrumentalisation. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui serait au fichier, qui serait en train de leur communiquer le montant exact. Vous l'avez, le montant exact? Non, moi non plus. Moi non plus. Je dis, je doute fort. Si vous doutez de ce quand les gens se lèvent et avancent 181 milliards, je dis, pour le moment, il n'y a pas encore un état final des dettes que l'État doit à ses enseignants. Je reste avec vous, Fadimatou, ne vous inquiétez pas, je reste avec vous. Je vous ai coupé avant le journal. Vous parliez du cas Amidou. Vous disiez qu'il n'est pas le seul. Vous ne croyez pas qu'il soit le... Bon, sa promotion. Les autres de sa promotion ont été intégrés. On veut comprendre. Vous vouliez dire quoi par là? Ah bon, sauf si je ne comprenais plus le français tout à l'heure. Non, je vous ai coupé, j'ai promis. Expliquez-nous. Vous semblez faire une fixation sur le cas Amidou. S'il vous plaît. Vous parlez de la promotion. Non, s'il vous plaît, soyons sérieux. On ne fait pas une fixation. Si je fais une fixation, c'est parce que je crois que votre thématique avec tout le monde en parle. Ce n'est pas une fixation, donc. Non, vous parlez de la promotion. C'est votre thématique. Oui. Et lorsque je restais dans votre thématique, ce n'est pas une fixation. Tout à l'heure, monsieur docteur Isomba a dit un fonctionnaire son dossier s'est retrouvé accidentellement à ne pas être traité. Vous comprenez? Quand il le dit,
ça peut se comprendre parce que nous ne pouvons pas dire que tous les promotionnaires de M. Amidou oui. sont dans la même situation. Et je suis convaincu, j'ai lu certains témoignages des collègues à lui, des promotionnaires à lui, qui sont d'ailleurs surpris que, rendu à ce jour, que lui, il ne soit pas pris en charge dans le budget de l'État. C'est normal. C'est pour dire quoi? Quand je l'ai dit, j'ai pris le cas de mon cher compatriote qui est enseignant comme moi. Il y a quelques années, il n'était pas enseignant. Il est entré, il a eu tout ce qu'il a. Il a eu peut-être déjà le salaire complet ou bien les 2/3. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui est dans cette situation. Et j'ai dit à l'entame que j'ai l'impression que la nature s'est acharnée contre ses compatriotes. La providence n'a pas été de son côté. Comment pouvez-vous expliquer que 2 semaines après qu'on ait sorti, qu'on ait traité en partie son problème, qui se retrouve à passer de l'autre côté? J'ai l'impression, malheureusement, il y a eu comme si tout était fait pour qu'il ne puisse pas bénéficier du fruit de son travail. Je ne dis pas qu'il vivait bonnement, il avait une vie de pacha, comme tout autre Camerounais. Il faisait face à des difficultés, ça c'est compréhensible. Bon, maintenant, vivement que l'État trouve des solutions plausibles aux problèmes qui sont posés et que, comme l'a dit le docteur Essomba, que la décentralisation soit accélérée pour que demain après-demain, qu'on n'ait plus à vivre ce genre de situation. Mais ce qui est évident, la décentralisation ne peut pas passer comme une baguette magique où on va claquer les doigts et dire, bon, les problèmes des enseignants, allez dans les régions et nous, l'État, nous croisons les bras. Voilà, Joël Kimoum, vous pensez que le cas Amidou pourra faire véritablement bouger les lignes? Rien ne sera plus comme avant? C'est votre souhait, c'est un vœu? C'est un vœu, mais il faut reconnaître la réalité avec ce gouvernement. On va continuer à vivre les mêmes tas. Ça, c'est un fait. Vous restez convaincu? Ce n'est pas être convaincu. C'est-à-dire l'environnement est conçu de telle sorte que les Camerounais, n'est-ce pas, souffrent au quotidien, attendent la pitance, n'est-ce pas, du gouvernement qui de temps en temps voudra donner à qui veut. Et justement, on ne peut pas espérer autre chose que cela, tel que les choses évoluent aujourd'hui. Vous parliez tout à l'heure du ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Voyez-vous, celui qui devrait veiller en fait sur les travailleurs, c'est celui-là qui devrait se rendre compte qu'au quotidien, tous ceux-là qui sortent de chez eux pour, n'est-ce pas, rendre service à la nation, puissent bénéficier de leurs avoirs, qui appellent aujourd'hui les Camerounais à devoir encore être résilients comme celui qui a mis à cette place, n'est-ce pas, invite chaque jour. C'est un vœu. Un vœu, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que lui l'a fait en tant que ministre pour que cela n'arrive pas à son niveau? Aujourd'hui, chaque jour, les Camerounais sortent dans tous les secteurs d'activité. Combien, n'est-ce pas, peuvent se prévaloir d'avoir un salaire décent en dehors de ceux qui peuvent être pris dans la fonction publique? Justement, c'est lui, n'est-ce pas, qui doit veiller à ce que ceux-là, n'est-ce pas, puissent vivre normalement. Et s'il ne fait pas son travail, tout ça à quoi il s'emploie au quotidien? C'est justement cette diatribe, soit les Camerounais sont instrumentalisés parce qu'eux-mêmes ne ressentent pas le mal dans leur chair pour se rendre compte de la nécessité de revendiquer ce qui peut être, n'est-ce pas, ce qui peut leur permettre de vivre. Il faudrait toujours qu'ils soient instrumentalisés parce que quand on se tape sur vous, vous ne ressentez pas le mal pour pouvoir exprimer, n'est-ce pas, cette douleur-là. Justement, c'est cette façon de voir qui fait en sorte que vous ne pouvez pas espérer sortir de l'auberge avec cette administration aujourd'hui. Ils vont continuer, n'est-ce pas, à clochardiser les Camerounais. Ils vont continuer à tout faire pour que ce que le docteur essaie d'évoquer, sa décentralisation, ne voit jamais le jour. Parce qu'il faut reconnaître une chose, cette décentralisation ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis 1987, n'est-ce pas, que la loi avait été votée pour la mise en place de la décentralisation. Mais plus de 20 ans plus tard, nous en sommes toujours à espérer qu'il y ait une décentralisation effective. Tout à l'heure, elle a évoqué d'elle-même que le président de la République aurait été voté sur l'État unitaire décentralisé. Et dans cette élection-là, où les Camerounais, n'est-ce pas, ne voient pas toujours de changements sur ce à quoi ils auraient pu donner leur voix à un individu, vous comprenez qu'il y a beaucoup d'amalgame dans ce qui est fait. Et il est question qu'aujourd'hui, on se rende compte que la peur ne nous sortira pas, n'est-ce pas, de notre mal-être. Il est question que la liberté à laquelle nous aspirons,
il est question que le mieux-être auquel nous aspirons, nous nous battions pour y parvenir. Parce qu'aujourd'hui, les intimidations, le fait qu'on vous dise que vous êtes instrumentalisé, donc vous-même, vous ne pouvez pas ressentir mal et pouvoir l'exprimer. Il faudrait même qu'on vous dise à quoi est-ce que vous devez avoir, comment est-ce que vous devez ressentir votre mal, comment est-ce que vous devez vous exprimer. C'est faire comprendre aux Camerounais qui ne sont même pas des humains et qu'ils n'ont même pas cette capacité à pouvoir réfléchir, à pouvoir manifester leur mal-être et qu'ils devraient attendre qu'on leur montre le chemin à suivre. Et justement, les uns et les autres se sont rendus compte que on ne peut pas rester dans notre coin et espérer que le gouvernement de lui-même prendrait des initiatives. C'est un gouvernement qui a toujours été réactionnaire. Il n'y a pas de programme au départ. Il faudrait que tel revendique pour qu'on voit dans quelle mesure est-ce qu'on va saupoudrer pour que les uns et les autres essayent de se calmer et le mal va continuer, n'est-ce pas, de perdurer. Regardons aujourd'hui, on parle de décentralisation. Comment est-ce qu'on l'a obtenu? Il a fallu que dans les années 90, n'est-ce pas, les gens se soulèvent, qu'on ait la Constitution de 96. Il a fallu qu'il y ait les problèmes anglophones pour qu'on dise que finalement il y a un dialogue national qui a pu mener à une élection qui a pu conduire à une décentralisation qu'on voudrait aujourd'hui qu'elle soit effective. Ce ne sera pas le cas. Il ne faudrait pas qu'on continue de rêver. Okay. Voilà. Arnaud Yada, vous restez convaincu que le cas Amidou peut... Est-ce qu'on peut dire que plus jamais ça? Voyez-vous, cette vidéo est devenue virale d'Amidou justement. J'invite les membres du gouvernement à écouter cette vidéo, pas avec les oreilles de la chair, mais avec les oreilles de l'esprit. Quand j'étais petit, quelqu'un me disait souvent que chacun de nous sait quand il va mourir. Je pense que ce gars savait qu'il allait mourir. On le dit de manière commune, chacun de nous a la possibilité soit d'accomplir sa mission, soit de la trahir. Voilà un gars qui a accompli sa mission. Lorsqu'il vous dit dans la vidéo, on a résolu mon problème, tout au moins mon problème a commencé à trouver une solution. J'invite les membres du gouvernement, par le touchement de OTS, à penser aux autres Camerounais qui sont dans la même situation que moi. C'était un au revoir. Ce gars savait qu'il allait partir. Il a accompli sa mission. Cet argent qu'on lui doit, qui est aux environs de 20 millions, va certainement aider sa famille. Il ne faut pas peut-être que les Camerounais se meurent pour que les situations changent. Mais à un moment, il va aussi falloir que nous, Camerounais, nous soyons un peu altruistes. Le Camerounais est resté égoïste à un certain moment. La situation des enseignants aujourd'hui est liée au fait que beaucoup se sont contentés du bas niveau de la pyramide de Maslow. On mange un peu, on se réveille, on reste tranquille. Beaucoup d'enseignants sont dans les services centraux. Ils ne sont pas impactés par tout ce qui se passe. Et ce sont ces enseignants qui traitent ceux qui sont au terrain, sur le terrain, enseignants de classe. Beaucoup d'enseignants, après l'école normale, cherchent les voies et contours pour refuser d'aller enseigner ou en Amidou enseigner, à la frontière du Cameroun avec le Nigeria. Mais il accepte de le faire. C'est un martyr, c'est un héros, c'est un héros. Beaucoup d'enseignants cherchent les voies et contournements pour abandonner la craie, pour aller dans des ministères juteux, tels que le ministère des marchés publics, le ministère du commerce et j'en passe. Ils sont là-bas pleins. J'étais ahuri. Arnaud Yada, vous étiez en train de dire que Amidou a vu sa mort. Il disait au revoir à ses collègues. Des esprits comme ça sont rares. Donc moi je pense que au-delà des pleurs, au-delà on ne peut plus, le gouvernement ne peut pas faire un miracle pour le ressusciter, mais il faut prendre sa situation au sérieux et que beaucoup de Camerounais deviennent des Amidou, c'est-à-dire pas qu'ils meurent, mais dans l'esprit, c'est-à-dire l'altruisme, savoir penser aux autres. Parce qu'aujourd'hui, même dénoncer, des fois, des gens voient des faits, ils sont incapables de dire. Et quand vous dénoncez, on estime que vous faites dans le populisme, vous faites dans le sensationnel, vous êtes livré à la vindicte. Non, nous sommes tous des Camerounais et j'ai l'habitude de le dire, j'aime le Cameroun plus que ma femme et mes enfants. Parce que le Cameroun passe avant toute chose et chaque Camerounais devra avoir cet esprit. Parce que lorsque vous avez l'opportunité, la possibilité de gouverner, de diriger, de mener à bien certains projets, il faut faire le maximum d'efforts. Parce qu'aujourd'hui, je me mets à la place de quelque chose de la République qui peut avoir le courage aujourd'hui même d'envoyer son enfant à l'école normale. Moi, j'ai vu des enfants dans ce pays qui disent à leurs parents, j'étais répétiteur des enfants, il dit, papa, moi, je veux pas aller à l'ENAM, je veux carrément aller à la SNH. Et quelques temps après, ça se réalise, il va là-bas. C'est autant de choses. C'est pourquoi ils ne peuvent pas tout de suite ressentir l'impact d'une situation comme celle-ci. C'est pourquoi j'ai demandé et je supplie les membres du gouvernement à écouter cette vidéo
avec les oreilles de l'esprit, pour qu'ils entrent tout de suite dans la sphère de ce que ce monsieur voulait et qu'ils comprennent qu'ils ne meurent pas pour rien. Parce que beaucoup au Cameroun sont morts malheureusement pour rien. Je pense encore à cet enseignant qu'on a lamentablement poignardé dans une salle de classe. Je ne sais pas, il est mort pratiquement pour rien. Parce que après ça, justement, quelles sont les dispositions qui ont été prises après cet incident pour qu'on n'ait plus de la violence dans les établissements? Au contraire, on a l'impression que cela monte en puissance. Ces enfants consomment des drogues dures, des choses qu'on n'a jamais vues auparavant. Donc moi, je pense que il est venu plus que jamais le temps de remettre l'éducation en selle. Comment sortir sans rappeler que en face des lycées, on trouve des bars et des buvettes. On se rappelle qu'en 2014, on nous a fait comprendre dans ce pays qu'on allait interdire la fabrication et la commercialisation des whisky en sachet. À cette époque, on n'avait que 4 variétés de whisky en sachet. Aujourd'hui, nous sommes en 2022, on a 22 variétés de whisky en sachet. La demande est forte alors. Automatiquement, qu'est-ce que l'État fait? L'État dit on arrête, mais qu'est-ce qu'il peut faire qu'après? Libéraliser le secteur. On libéralise et c'est en face du lycée. Vous n'allez pas fouiller les sacs de tous les enfants pour se rendre compte que justement. Donc vous voyez à quel point on a batifolé avec l'éducation. Aller dans les universités. C'est pourquoi beaucoup d'enseignants choisissent d'autres secteurs, ils n'enseignent plus. C'est autant de choses. Non, c'est pas la raison. Peut-être ça peut être l'une des raisons. Mais je pense que. Parce qu'il y a la violence. À la base, l'enseignement était un métier qu'on faisait par vocation, par amour du métier. Et c'est pourquoi Amido est mort dans ces conditions, il n'a jamais déserté. Mais il y a beaucoup d'opportunistes de l'enseignement aujourd'hui. On va faire l'école normale parce qu'il y avait le réseau là-bas et non à l'ENAM. On va faire l'école normale parce qu'on est à la recherche tout de suite du matricule. C'est pourquoi j'ai dit que nous sommes restés au bas niveau de la pyramide de Maslow. Il est impératif que nous essayons un peu d'élever le niveau parce que ce Cameroun nous appartient tous. Et si chacun a son niveau, parce qu'aujourd'hui même les enseignants qui revendiquent ne sont pas dédouanés. Il y a beaucoup aussi qui ne sont pas sérieux. Il y a beaucoup qui préfèrent parfois le lycée et abandonner le lycée pour aller dans les établissements confessionnels. Pourtant, l'État leur paye aussi. On peut revendiquer aujourd'hui, mais il faut aussi taper du doigt sur ces enseignants. Parce qu'aujourd'hui, il faut rappeler que les meilleurs enseignants en principe sont dans les lycées. Si les établissements confessionnels font de bons résultats aujourd'hui, ce n'est pas seulement parce qu'ils ont mis un point d'honneur sur la discipline, c'est parce que beaucoup d'enseignants préfèrent aller donner de leur de ce côté en oubliant l'aspect public. Et le public, c'est pour nous les pauvres. Donc, vivement, que chacun fasse son travail, gouvernement, enseignant et aussi apprenant, pour que désormais, demain, on dise plus jamais ça. Voilà, Fadimatou, Natacha, 13e jour que les enseignants ont décidé de faire crème morte eux-mêmes. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bon, que les choses reprennent. Déjà, oui. nous avons dit, le diront jamais assez, qu'ils sont dans des revendications légitimes, ils sont dans le droit, ils ont la légitimité de réclamer ce qui leur revient de droit. Et je veux également saluer leur méthode. Moi, j'insiste sur la méthode qu'ils ont choisie pour porter leurs revendications. Ils ont choisi d'être pacifiques, essentiellement pacifiques. Permettez-moi d'ouvrir. Vous avez vu ces images où les forces de l'ordre sont allées intimider des enfants dans un lycée de Yaoundé, alors qu'ils étaient dans l'enceinte de l'établissement. En dehors des enfants qui se sont retrouvés à faire du bruit, ces enseignants sont restés dans l'enceinte de l'établissement et pour la majorité, parce que ils se sont donné le mot d'ordre de ne pas faire cours, de rester là, d'épurer leurs heures et de rentrer. Voilà le mot d'ordre qui a été donné. Et je vais également saluer le gouvernement qui a tendu l'oreille attentive à ces revendications pour ouvrir le dialogue, la négociation avec cette partie qui fait partie de la cheville ouvrière de la République. Parce que contrairement à ce que certains disent, on ne peut pas léser un secteur et affecter le maximum du budget. Ce serait contradictoire. Dire que les gens y vont avec du dos de la cuillère, ça se comprendrait. Mais dire que l'État a abandonné le secteur de l'éducation, ce serait carrément dire quelque chose et son contraire. Ce que nous pouvons dire pour sortir, c'est que M. Amidou est pour moi ce que je peux appeler la graine. Ça me fait penser à Germinal de Miso. Si le grain de blé ne meurt. Il meurt pour que ça régénère et pour que ça donne une autre lisibilité, non seulement dans la façon de conduire les affaires de la République. Parce que nous le disons toujours, il faut bien que chacun fasse son travail. Si chacun avait fait son travail, on n'en serait pas là. Il est bien vrai, l'État peut faire face à des tensions de trésorerie, mais on ne se retrouverait pas avec 8000 dossiers sous la main
en train d'être traités. Donc que chacun fasse son travail et que toutes les chaînes de responsabilité qui sont appelées à gérer la carrière, non pas seulement des enseignants, mais de tous les fonctionnaires, que chacun ait le cœur à l'ouvrage, que cette histoire de corruption, parce que le véritable problème, s'il y a célérité, on n'aura pas le temps de demander X francs à Y une personne pour faire pousser son dossier. Le dossier passerait en flèche, on n'aura pas le temps de demander de l'argent à autrui pour traiter son dossier. Or, on est payé chaque fin du mois pour ce que nous faisons. Ok. Docteur Isomba, sur cette situation, sur la crise et le cas Amidou, ça va permettre que les choses changent, si véritablement l'État veut. Plus jamais de cas Amidou dans ce cas. On l'espère, mais malheureusement, les approches sont essentiellement administratives. Oui. Or, le problème posé est d'ordre institutionnel. Je vous rappelle que tous les problèmes ne trouvent pas de solution dans un modèle institutionnel donné. Oui. On a 2 cas célèbres dans le monde. L'Allemagne fédérale et l'Allemagne démocratique. Oui. L'une des Allemands avait choisi un modèle, l'autre un autre modèle. On a vu le résultat après. Même chose avec la Corée du Nord et la Corée du Sud. Donc on ne peut pas dire que les institutions soient neutres vis-à-vis des problèmes. Le problème au Cameroun est que les gens pensent qu'ils peuvent résoudre un problème insoluble en restant dans cette forme d'État. Le problème de l'éducation, avec un État comme le nôtre, ne peut pas trouver une solution. Pourquoi? Parce que notre État étant un État en construction, n'ayant pas encore assis ses bases, doit essentiellement consacrer ses ressources dans le secteur de souveraineté, l'éducation, la santé et les secteurs productifs devenant des variables d'ajustement. C'est-à-dire, lorsque l'État est resserré, il pioche dans ces variables. Lorsque l'État n'a pas de contraintes, il alimente ces variables. C'est exactement comme ça que fonctionne le modèle. C'est donc un modèle qui, par nature, ne peut pas résoudre de manière durable ce problème-là. Il faut le changer. Il faut changer le modèle institutionnel, créer un niveau où les besoins de souveraineté sont la priorité et un autre niveau d'État où les besoins sociaux sont la priorité. De telle sorte qu'il ne faut pas mélanger, parce que quand on mélange, il y a une hiérarchisation qui se présente. Forcément, il y a un secteur qui est lésé. Voilà, et c'est les secteurs sociaux et les secteurs productifs. C'est un simple problème de logique. C'est un simple problème de logique. Et donc, on ne voit pas très bien pourquoi le pouvoir central s'arboute devant un problème que tout le monde voit. J'ai parlé tout à l'heure d'humiliation. C'est une manière de parler. Parce qu'aujourd'hui, même les petits problèmes qui auraient pu passer inaperçus, les recrutements, on recrute des instituteurs. Vous voyez comment les enfants vont manifester dans un premier ministère devant les ambassadeurs pour des problèmes de recrutement d'instituteurs. Quelle image! Donc vraiment, je pense que le pouvoir prenne acte de cette situation. D'abord, qu'on abandonne les mensonges. On ne pourra pas résoudre les problèmes, ce n'est pas possible, techniquement, possible, financièrement, ce n'est pas possible. Le Cameroun, justement, notre budget est contrôlé par le FMI, puisqu'il faut rembourser la dette que nous avons prise, 7 000 milliards, il faut rembourser ça. Les autres pays ne sont pas nos esclaves pour nous donner leur argent sans payer. Il faut donc rembourser. Le FMI est là pour ça. Donc il n'y a pas beaucoup de marge. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est un discours de vérité. On explique aux enseignants. Et puis on prend les réformes de manière à ce qu'à l'avenir, les enseignants ne soient plus une variable d'ajustement pour l'État central. Ok, merci docteur Isomba d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci Joël Kemo, merci. C'était une grande joie, n'est-ce pas, de représenter le MLT sur votre plateau et nous espérons être là prochainement. Merci Arnaud Yada. C'est toujours un plaisir d'être là. Fatimatou Natacha Kangolo. J'ai donné tout le nom. Hein. Merci. Hein. Merci, c'est moi qui vous dis merci. Le LDPC sera toujours présent sur vos plateaux. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinoxoir. On se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, madame Amidou.